Hello tout le monde, Moon part en vacances cet été et du coup qui dit vacances dit ralentissement du rythme de publication des podcasts. Donc pour compenser tout ça, Alan nous a préparé un petit best-of de tous les meilleurs passages de notre podcast pour tenir l'été. Donc on va pouvoir revoir XPLR, potentiellement Payplug, Shopify, etc. Nous on se retrouve du coup à la rentrée début septembre pour plein de nouveaux épisodes avec plein de clients, plein de partenaires et plein de sujets super chouettes qu'on a hâte de vous présenter. D'ici là, bonnes vacances à toutes et à tous et on se retrouve à la rentrée. Ciao. Typiquement, quand on a une baisse de conversion, on ne challenge jamais son PSP, très rarement. Je dis jamais, mais volontairement je grossis le trait parce que c'est très rare que les marchands se posent la question de ce qui se passe au niveau du PSP, notamment lorsqu'il y a un taux de conversion qui est en baisse. La plupart du temps, quand le taux de conversion il est en baisse, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va taper sur les doigts du marketing parce qu'il y a un problème au niveau des ads, il y a un problème au niveau du funnel, des landing pages et autres. Alors qu'en fait, le PSP est un élément tout à fait interrogeable dans la stack. Ouais. Il y a des marchands, pas plus tard que la semaine dernière, on a un marchand qui est sur une catégorie MCC qui est sur de la cosmétique, donc qui est vraiment low risk chez nous, et qui nous partage son taux d'acceptation avec son PSP actuel qui est de l'ordre de à peu près 87-88%. Sur la base de ce que nous on est capable de projeter et sur le chiffre d'affaires qu'il a, donc c'est un chiffre d'affaires annuel, une GMV que nous on passerait en tout cas par carte qui est de l'ordre d'à peu près de 6 millions par an, on estime que le gain à la fin de l'année de CA, uniquement de CA, est de l'ordre, sur l'évolution du taux d'acceptation qu'on pourrait avoir de son PSP actuel à nous, on estime que c'est de l'ordre de 300 à 350 000 euros sur l'année. C'est ce qui est énorme. Ce qui est énorme, ce qui, en fait, encore une fois, et c'est là où vraiment j'insiste, et ce que je disais tout à l'heure, il y a une différence entre aller chercher des nouvelles ventes et valider de l'existant. Et puis, encore une fois, on répète toujours que, et tu le sais aussi parce que vous en faites chez Moon, mais changer de PSP, d'autant plus sur Shopify, c'est très simple. En un clic, c'est fait. Mais je peux comprendre effectivement que dans une démarche où tu t'adresses au paiement, à la brique paiement, donc la brique paiement c'est la plus anodine et en même temps c'est la plus sensible. C'est-à-dire que tu vois là on sort d'un Black Friday, tu as quand même des marques qui ont été concernées potentiellement par des bugs. En fait, tu peux avoir travaillé ton Black Friday pendant 6 mois. Tu as travaillé jour et nuit les 3 semaines précédant le Black Friday. Bah en fait le PSP c'est sûrement le truc le plus anodin, mais si ça fonctionne pas, toute ta chaîne tombe. Ouais, puis tu perds ta conversion au moment tu perds ta conversion, et que ce soit de l'organique ou du payant. C'est-à-dire que vraiment tout tombe. Et donc c'est pour ça, je peux comprendre aujourd'hui que tu aies des marchands qui, je les rassure, mais je peux comprendre que tu aies des marchands qui se disent ça touche au paiement, on va faire ça prudemment. Ouais, qui recherche ton nom de marque, c'est une personne qui était quand même très proche de devenir ton futur client. Et donc le but c'est de pas perdre du contrôle là-dessus, parce que si tout ton budget part sur ce genre de requête, en fait, tu es juste en train de payer un impôt à Google pour avoir des clients qui t'étaient déjà dus. Et le hors-marque, à l'inverse, pour Piniparma, si je recherche chemise blanche homme, mais que je mets pas Piniparma et que j'arrive sur le site de Piniparma, là, pour le coup, c'est vraiment de l'acquisition. Et c'est ça qu'on veut faire avec Google, avec Meta, quand on investit en publicité. C'est attirer des personnes qui ne seraient pas venues vers nous naturellement. Alors, l'étude, effectivement, c'est WPP Group. C'est l'équivalent de Publicis. Donc, c'est vraiment une grosse étude qui est sortie à la fin de l'année 2025. Et effectivement, c'est dit que 84% des décisions d'achat sont prises avant qu'on rentre en phase active. Et ça veut dire que si je veux acheter une paire de baskets, j'ai généralement un modèle ou 2-3 marques en tête vers lesquelles je vais me diriger naturellement au moment où je vais l'acheter, et je ne vais pas commencer de zéro en mode j'ai besoin d'une paire de baskets sur Google. Hop. Je peux aussi avoir ce chemin-là, mais généralement les internautes ont déjà une préférence pour un produit avant de rentrer en phase active de l'achat. C'est bien de prendre un levier et de le poncer jusqu'à temps qu'on a l'impression qu'on a un peu atteint le fond du puits, et généralement le fond du puits il est même généralement jamais atteint. Enfin, tu vois, on disait tout à l'heure, sur Meta, tu as 40 millions d'utilisateurs. Quand tu es sur un marché, il est souvent de plusieurs millions de personnes. Pour être sûr que tu as vraiment épuisé les millions de personnes rien que sur Meta, il faut déjà avoir quand même mis un bon budget. Mais en tout cas, si tu prends le parti pris de dire moi c'est TikTok ou moi c'est Pinterest, ce qui peut être un bon choix. Franchement, je pense qu'il y a vraiment de très beaux cas de marques qui, par exemple, se sont lancées
uniquement sur TikTok, mais ils sont allés vraiment avec la stratégie parfaite pour ça. Et ils y sont allés à fond. Mais ils n'ont pas fait un peu, dire, tiens, je vais mettre un peu de budget sur TikTok, un peu sur Pinterest, un peu sur Snap, un peu sur Google. Enfin, trop s'éparpiller, en fait, c'est pas faire bien les choses, c'est trop ventiler son budget. Je ne vais pas dire la marque, puisque voilà, c'est des données, qui concernent la marque, donc voilà, on ne va pas en parler en particulier. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une marque de vêtements qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur ce test-là, on a eu plus de 150 000 utilisateurs en assez peu de temps, mais par contre, voilà, le test est valide. Forcément, on a validé tout ça. Et on l'a fait que en mobile. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris un menu mobile avec des catégories de vêtements, donc pantalons, t-shirts, pulls, etc. On a fait un test, la version de base qui n'a pas d'image, et une version B sur laquelle on a une image de pantalon, une image de t-shirt, une image de pull. Et on les a comparés et on a regardé les résultats et c'est assez probant. Sur la version, donc la nouvelle version avec les images, on s'est retrouvé avec plus 7,56% de conversion. 11% de panier moyen et donc au total un revenu par visiteur qui a augmenté de 19,51%, donc ça c'est assez cool. C'est ouf. Donc voilà, juste en mettant des images, c'est un test qui est très simple à faire. Enfin, moi je suis pas dev, voilà, mais de rajouter des images, Non, c'est pas complexe. voilà, ça met pas beaucoup de temps, donc en gros c'est quelque chose qui peut vous faire gagner quand même beaucoup d'argent avec une implémentation qui est très simple. Oui, mais ça m'étonne pas du tout. Je sais que sur certains de nos derniers clients, on a des logiques comme ça, alors pas sur les menus mobiles, mais sur on va dire en guise de héros de page collection. Ouais. Des fois, on met des liens dans un genre de petit label, petit bouton. Alors moi, je sais que j'aime pas trop ça, et je trouve que sur certains clients, on a amélioré ce truc-là en mettant des petites vignettes d'images de collection ou alors de produits, et tu as juste un nom de collection, et en fait ça marche 10 fois mieux qu'un nom avec un bouton, tu cliques dessus, même si c'est des collections intelligentes, croisées, etc. Une image, pour moi, marche mieux que 2-3 mots, ça c'est sûr. C'est hyper parlant en termes du UX et de conversion, donc voilà, donc favoriser les images. Faites attention quand même au niveau de l'UX parce qu'il ne faut pas que ce soit... Voilà. Et encore, je vous le dis, l'A/B test, on l'a fait. Évidemment, on va faire l'intégration. C'est un test qui est très récent. Donc, on a prévu de faire l'intégration dans le menu de façon définitive. Mais même le test qu'on a fait n'était pas nickel en termes de design. Voilà, pour le test, on a fait un truc qui était qui marche. Pour se rendre compte, Voilà, mais c'était pour vraiment faire le test et voir ce qu'il y allait. Il y a sûrement optimisé encore. Mais... Exactement. Et donc en 2025, tu changes un petit peu ton fusil d'épaule là-dessus. Oui, alors en fait, la société a quand même énormément évolué. On s'est retrouvé avec un système où on avait les sites internet de la petite épicerie, le site B2B qui était sur PrestaShop, les boutiques qui étaient chez Odoo, qui étaient super compliquées à gérer. Et pour moi, PrestaShop devenait de plus en plus obsolète. Et c'était vraiment devenu un frein en fait pour les équipes. On s'habitue à travailler avec des outils qui ne sont pas complètement adaptés, donc on s'habitue à faire avec les bugs. En plus, avec le temps, comme l'outil ne correspondait pas tout à fait à nos besoins, on avait installé plein de modules qui eux-mêmes avaient des conflits entre eux. Et du coup, on s'habitue à fonctionner avec tout un tas de bugs et à prendre des chemins détournés pour parvenir à nos fins. Donc, c'était un projet qu'on avait de longue date. Ça faisait 2 ans que j'en parlais aux équipes. Et on fait toujours une grande réunion en début d'année. Je leur avais dit, en 2025, on finit pas l'année avec PrestaShop. C'est hors de question. Après, sur tout ce qui est changement, c'est sûr qu'il y a toujours un peu de réticence et des petites inquiétudes du côté des équipes. Et c'est vrai que les sites internet, c'est notre outil de travail. Je crois que les plus grosses inquiétudes, c'était finalement en boutique. Parce qu'en boutique, quand vous êtes face à un client et que le logiciel ne fonctionne pas, c'est hyper déstabilisant. C'est déstabilisant, c'est stressant. Les clients ne vous font pas toujours de cadeaux. Et je m'étais prévu... donc toi, tu es venu installer la solution sur une journée. Moi, je m'étais prévu 2-3 jours sur place pour aider, regarder s'il y avait des petits bugs, les aider à prendre en main la caisse. Au bout de, 3 heures... Elles étaient tellement satisfaites, c'était tellement intuitif que finalement, je suis repartie parce qu'elles avaient tout compris. Et maintenant, je pense que je leur demanderais de revenir en arrière. Ça serait impossible. Ouais. Ce qui a aidé aussi à une prise en main assez rapide et fluide, c'est que vous aviez vachement fait l'exercice de travailler sur votre cahier des charges en amont.
On n'est pas arrivé en magasin comme ça en découvrant toutes vos problématiques. Oui. On avait quand même vachement balisé, enfin vous aviez vachement balisé le terrain en disant voilà, nous on envisage de passer sur POS, mais il faut qu'on prenne en compte ça. Mais qui dit modèle unique, ça veut dire que on n'a pas un produit qui représente 5, 10, 20, 30% de nos ventes. Ça nous fait rêver quand on pense à certains business qui ont fait ça. J'ai telle campagne, j'ai bossé ma fiche produit, elle est parfaite. On peut avoir une fiche par produit quasiment. Et à nous, il faut qu'on pense scale dans tout ce qu'on fait. Donc ça nous a forcé dès le début à faire des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour des sites, c'est-à-dire standardiser des fiches produits, standardiser la collecte d'informations, standardiser tous les flux produits, que ce soit vers Google Shopping, vers Shopify, et la mise à jour. Donc ça a nécessité pas mal de travail en termes de tech pour avoir cet équilibre-là. Et donc pour donner un exemple, le produit qu'on a le plus vendu, on l'a vendu, c'est moins de 0,5% de nos ventes. Donc on n'a pas vraiment cette notion de best-seller. Et surtout, le produit qu'on a le plus vendu, je crois que c'est un frigo qu'on a vendu bientôt 100 fois. Mais en fait, chaque produit, il est quand même unique. Chaque produit, on l'a quand même pris en photo. Chaque produit, on a défini ses défauts avec cette optique de transparence et de mettre une expérience client qui était canon. Donc, c'est-à-dire qu'on a standardisé la prise de photos. Dans quel angle est-ce qu'on les prend ? On a de la retouche par IA automatisée. On a toute notre base de données avec des fiches techniques produits qui viennent être attachées pour pouvoir générer ces fiches produits. Et donc, ce produit-là, il avait 100, si on parle du spécifique Shopify, il avait 100 pages produits. En termes de SEO, maintenant on les groupe, ça c'est un projet qu'on a mené. Donc ça c'était un challenge. C'est sur les 15 millions d'appareils qui sont vendus tous les ans en France, il y en a la moitié qui sont directement liés à un appareil qui tombe en panne. Et donc on est quand même donc ça c'est pas spécifique à vous, c'est pas spécifique à nous, mais c'est ce qu'on constate à la fois chez nos clients, et on vient de faire une étude pour comprendre comment les gens achetaient de l'électroménager et la perception du gros électroménager en France, et donc du gros électroménager reconditionné. Donc la panne est un gros facteur d'achat, et la panne elle est assez particulière par rapport au reste, parce que quand ton frigo ou ton lave-linge tombe en panne, il faut souvent en retrouver un très rapidement. Et donc ce que dit l'enquête, c'est que les Français, dans 40% des cas, ils achètent dans la semaine entre le moment où ils ont leurs besoins et l'achat. Alors qu'on parle d'un produit qui est quand même plutôt onéreux. La moyenne en France, c'est plutôt 600 € en moyenne, l'appareil, du lave-linge au frigo, avec beaucoup de variances. Au début, vous êtes lancé directement avec principalement de l'ADS. Est-ce que tu peux nous expliquer c'était quoi la stratégie d'investissement au début sur les ads ? Vous aviez ciblé quoi ? Plutôt Meta, plutôt Google ? Est-ce que vous êtes parti sur de la relation presse ? Sinon, pourquoi, etc., etc. C'était quoi la stratégie d'acquisition au tout début ? Vous n'êtes pas connu, personne ne sait qui c'est Underdog. Vous commencez avec quoi ? Au début, il faut mettre de l'essence dans le moteur. Donc, on est allé sur les ads. On s'est vraiment positionné sur tout ce qui est bottom of funnel, donc des personnes très intentionnistes avec des ads Google, du search, du shopping. On a longtemps testé, et à plusieurs reprises, de se positionner un petit peu plus haut avec des ads méta, sans grand succès jusqu'à aujourd'hui. L'explication qu'on en tire, c'est que c'est assez difficile de déclencher un besoin sur notre marché. Donc même si on faisait la meilleure ads sur Meta, si ton lave-vaisselle n'est pas en panne, ou si tu n'as pas décidé de t'en acheter un, c'est pas forcément ça qui va te déclencher l'envie d'en acheter. On a des produits qui sont quand même plutôt utilitaires. Voilà. Après, on a dès le début misé très fort sur le SEO et mis beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 000 visites sur notre blog, et sur la partie e-commerce du site, entre 10 et 20 000 visites par mois. Donc c'est une partie importante. Je pense qu'on a bien fait d'investir dessus. On a également fait des relations presse. Puis après, il y a le bouche à oreille, un peu de CRM, quelques clients qui reviennent. Donc ça c'est évidemment beaucoup plus long cours, si tu plantes des graines aujourd'hui qui doivent payer plus tard. Et ensuite, au niveau du chiffre d'affaires, alors en valeur absolue, ça va dépendre des marques. Oui, bien sûr. Mais en valeur relative, je vais regarder si c'est entre 20 et 30%, entre 30 et 40 ou à plus de 40. Et ça va me permettre de voir en fait où la marque se situe. Si on est en dessous de 30%, souvent c'est que c'est sous-utilisé. En dessous de 20%, c'est catastrophique. En dessous de 20%, c'est catastrophique ? Ouais, en dessous de 20%, c'est vraiment qu'il y a un problème. Ça marche. Mais parce qu'en fait, il y a cette espèce de légende qui est là depuis longtemps. C'est en mode fait 30% de CA en plus grâce au CRM.
Donc de ce que tu me dis, c'est que c'est pas totalement irréaliste et qu'en fait on peut même aller largement plus loin, quoi. Ouais. C'est possible. Complètement. Avant cette interview, je te disais, mais du coup, est-ce que tu n'aurais pas intérêt à aller pousser au maximum le taux que va te rapporter les automatisations, donc les flows par rapport aux campagnes? Et donc, ce que je t'avais dit, c'était si jamais tu as 70% de taux de flow d'automatisation qui font ton CA, bah du coup c'est trop cool parce que c'est-à-dire que tu as 70% qui est automatisé. Tu m'as dit bah en fait non, ça veut dire que tu sous-exploites complètement en fait la partie campagne en fait. Ouais, en fait c'est souvent le truc assez marrant en emailing, c'est qu'il y a plein de personnes qui pensent que des très bons KPI, c'est qu'ils font très bien les choses, et souvent en fait des très bons KPI c'est aussi inquiétant que des mauvais KPI. Parce que ça veut dire que les gens font pas assez les choses bien. C'est quand même un équilibre assez subtil. Tu vois, tu as des personnes qui vont se vanter d'avoir des taux d'ouverture à 70% avec leur campagne. Et tu leur dis, mais en fait, tu devrais pas faire 70% avec des campagnes. Il faut que tu fasses entre 40 et 50. Si tu fais 70, c'est que tu n'envoies à personne, en fait. Ou à des gens trop engagés. Tu as une marge de manœuvre énorme à aller chercher. Et donc, c'est exactement, tu vois, la même logique avec les flows. Si tu fais 70% de flow et 30% de campagne, c'est certainement que tu n'envoies pas assez de campagne et que tu peux carrément aller augmenter le curseur et que tu as une grosse marge de manœuvre pour aller chercher du revenu. Donc, c'est assez excitant d'ailleurs d'avoir des marques comme ça qui viennent te voir avec des gros KPI un peu, tu vois, qui roulent des épaules et de les aider à comprendre justement qu'on peut aller chercher beaucoup mieux que ces KPI en les faisant baisser. Et paradoxalement, c'est ce qui permet d'aller chercher plus de perf. Je prends un exemple typique, c'est le panier abandonné. Il y a beaucoup de marques, quand j'audite leur compte, ils ont un email de panier abandonné qui se déclenche à plus 8 heures. Et moi, la première chose que je leur dis, c'est déclenchez-le entre 1 et 4 heures. Et eux sont là, mais non, c'est beaucoup trop proche, on veut pas harceler les gens. Ça, c'est le pire des patterns. Les gens ont peur de harceler, mais en fait, c'est un petit peu le principe de l'email marketing aussi. T'envoies des messages. Bah, tu vois, tu me demandais, mais vous savez à peu près quel titre vous allez mettre? Et ben c'est ça qu'on va mettre dans le titre du podcast. C'est comment email, bien harceler email marketing égale harcèlement. Et en fait, dans ce cas-là, je leur dis, bah, écoutez, très bien, si vous n'êtes pas convaincu, au moins on fait un A/B test. Et bon, généralement, l'A/B test me donne raison. Et ensuite, on va affiner un peu les tests en se disant, on va A/B tester 1 heure versus 4 heures. Et il y a certaines marques pour lesquelles c'est 4 heures qui convertit mieux et d'autres 1 heure. Et en fait, c'est hyper important sur des points qui génèrent énormément de revenus. Donc, ça va être la pop-up, la série de bienvenue, le premier email, la série de paniers abandonnés, le premier email aussi. Et en fait, ces 3 points-là, c'est les points qui, au niveau des flows, vont te générer 90% de ton chiffre d'affaires généré par les flows. Donc, s'il y a 3 points à aller A/B tester et à faire des A/B tests, mais en continu dessus, si tu grattes ne serait-ce qu'un demi-point de conversion, bah c'est ouf. Et ton A/B test, il est beaucoup plus rentable que des personnes qui vont aller te faire un A/B test sur un cross-sell qui convertit à 0,5% et qui est envoyé à 100 personnes par mois, quoi. C'est quoi ton plus gros succès avec Klaviyo, avec un de tes clients? Un truc dont tu te souviens, tu t'es dit, ça a marché de fou, c'était incroyable. Ouais, alors il y avait... nous expliquer pourquoi, évidemment, parce qu'on est là pour ça. Un client qui avait des problèmes de conversion sur sa pop-up. Enfin, problème de conversion, il n'avait pas des conversions de ouf. Il convertissait à 2,5-3%, je crois, un truc comme ça. C'était une marque de cosmétiques. Et on a optimisé sa pop-up en ajoutant en fait une étape avant l'inscription avec l'email, en demandant simplement à la personne si elle veut bénéficier d'une réduction sur son premier achat ou pas, sans demander l'adresse mail à cette étape. Et la personne clique juste sur oui. Ou non, je continue sans réduction. Et du coup, mon client pensait que ça allait juste ajouter une friction supplémentaire et que ça allait faire chuter son taux de conversion. Et en fait, ça l'a fait doubler. Et maintenant, c'est quelque chose que je mets en place chez tous les clients qui acceptent que je le fasse, parce qu'il y en a encore qui disent non, ça va me faire baisser mon taux de conversion. Mais à chaque fois qu'on met en place l'A/B test, ça ne nous prouve pas toujours avec un doublement des conversions, mais assez souvent avec une très très belle augmentation quand même. Et ça, franchement, c'est assez incroyable. C'est un petit coup de baguette magique.